communauté. 9. Poursuivre la déconfessionnalisation du système scolaire. 10. Garantir un financement qui permette l'atteinte des finalités éducatives. Alors ça, c'est des 10 chantiers. Et une chose... Mais ça, c'est supposé avoir été inspiré par les mémoires qui ont été présentées. C'est ça. Mais là, tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il y avait, en dehors de l'île de Montréal, c'est ça? Il n'y avait pas eu de mémoire présentée où on demandait l'abolition de la confessionnalité. Oui, confessionnalité. Parce que ce qui est arrivé lorsqu'on rédigeait ce rapport-là, à un moment donné, on nous a présenté une synthèse des mémoires sur la question de la confessionnalisation. Alors, on nous a donné une analyse qui disait que des gens demandaient la déconfessionnalisation. Mais j'ai dit, c'est pas vrai, j'étais là. Alors, j'ai demandé de voir tous les mémoires. J'étais pas à Montréal, mais j'ai lu tous les mémoires de toute la province. J'ai pris 3 jours pour les tout lire et on a eu des résultats très différents. Et Madame a ici les résultats qui étaient une compilation qui était faite plus tard par un autre bureau qui n'était pas faite par le secrétariat des États généraux. Mais ce qui est arrivé, et ça c'est fascinant, moi j'avais les sommaires, les synthèses qui avaient été faites et je lisais le mémoire. Ces synthèses étaient faites parce qu'on appelait des agents de communication du gouvernement de Québec. On a détaché des agents de communication de différents ministères pour travailler pour les États généraux. Et il y avait un BIA qui était biaisé. Les sommaires étaient teintés en faveur d'une déconfessionnalisation. C'est-à-dire qu'il y a eu un filtre qui étaient les professionnels de communication qui faisaient ce travail de synthèse. Alors, après avoir relu les mémoires, moi, je suis arrivé à différents résultats qui est dans ma distance. Et quand j'ai commencé de parler sur cette question, M. Bisaillon a sauté, mais son assistante, lui, a calmé en disant, mais Cordwa, il les a-tu lus? Je les ai encore chez moi, je les ai-tu lus? Alors, il y a eu un processus de filtrage d'une conception particulière, une conception idéologique qui est faite en sorte qu'on a légitimisé la déconfessionnalisation, mais pas à partir de la consultation, à partir de la structuration de la deuxième ronde. Et dans la deuxième ronde, la question d'enlever abrogation de 93 était là, mais il n'y a jamais été question de ça dans la consultation. Alors, on a eu là un exemple, une indication d'une opération qui était hautement orientée par une position idéologique très claire. Et c'est pour ça que j'avais fait cette... Et c'était dur parce que M. Bisaillon était il avait beaucoup d'expérience dans le monde syndical et dans les négociations. C'est-à-dire, il était aguerri à ce genre d'opération. Et parce qu'il est devenu ensuite sous-ministre de l'Éducation. Oui. Et il avait allié M. Inchauspé avec lui. Et alors, il est devenu sous-ministre. Et aussi, j'ai constaté après, ça fait partie de toute cette itinéraire d'un article que j'ai écrit dans Égard sur l'achèvement de l'étatisation de l'éducation au Québec. Et ici, je n'ai pas exactement le chiffre, mais c'est dans cet article, mais je pense qu'on était 10 commissaires. Il y en a 7 qui sont devenus des employés de l'État. Jusqu'à M. Caillé, qui est devenu président d'Hydro-Québec, Mme Saint-Pierre, qui est devenue présidente du Conseil supérieur de l'éducation, M. Inchauspé, qui était engagé par le ministère après. M. Bisaillon est devenu sous-ministre. M. Bisaillon est devenu sous-ministre et il y avait 2 étudiants et un membre du milieu ethnique
les deux étudiants ont été engagés dans la deuxième phase, c'est-à-dire lorsqu'on écrivait ce rapport-là, ils travaillaient toujours pour l'État. Alors, toute l'opération a fini par être, et c'est peut-être pas le mot juste, je l'emploie pour le moment, appropriée par l'État ou par l'appareil. Et c'est ça qui m'a frappé, le manque d'indépendance. Et ceux qui étaient vraiment indépendants avaient la misère moralement de résister. Ce monsieur, j'oublie toujours son nom, mais qui vient de Victoriaville. Normand Morris. Normand Morris, il a démissionné il a démissionné à une réunion parce qu'il n'était pas capable d'accepter la façon dont Bisaillon s'est pris pour se débarrasser de moi. Finalement, je n'ai pas quitté. Alors, Maurice a démissionné parce qu'il n'était pas capable. C'était trop de controverses. Il y avait Mme Lucie Demers, qui était une jeune vice-présidente, qui était une jeune professeure de la région de Trois-Rivières. Région de Trois-Rivières. Et Bernard Lemaire. oui, et elle n'a pas pu. Elle est devenue malade, tout simplement. Et finalement, elle était évacuée complètement. Et je vais finir avec un petit incident qui m'a beaucoup frappé. Lorsqu'on faisait le rapport à la fin, M. Bisaillon savait que je n'étais pas d'accord. Et alors, il a décidé de faire un tour des tables pour savoir ceux qui appuyaient, ceux qui n'appuyaient pas. Juste en passant, ça m'a beaucoup frappé. Et je vais terminer bientôt. Moi, à un moment donné, parce qu'on était payé pour faire ça, alors c'était une charge publique et je prenais ça au sérieux. Moi, je vais demander un bureau à Québec où je pouvais travailler, consulter les documents. J'étais très surpris que je m'occupais à ce point-là de cette commission-là. Mais lors de cette décision-là, et ça revient à d'autres sujets qu'on va peut-être toucher plus tard en rapport avec toute la question de l'éducation. Alors, il savait que je n'étais pas d'accord. Alors, il a décidé de faire le tour. On était autour d'une table. Alors, il a commencé à ma gauche. Il a demandé à personne, êtes-vous d'accord ou non avec le brouillon du rapport? Alors, il a fait tout le tour et des gens avaient le droit de faire des distances sur des petits points s'ils voulaient, mais avec avec l'élaboration, le brouillon, les thèmes généraux, est-ce qu'on était d'accord? Alors, il a commencé ma gauche, il les prenait un après l'autre. Alors, M. Normand Morris était assis à côté de moi et il dit à moi, Gary, vous vous rendez compte que vous êtes seul? J'ai dit, mais c'est pas un protestant, c'est un état de grâce, être seul devant son Dieu. Alors, il a fait le tour et tout le monde était d'accord. Et moi, j'ai dit non. Alors, j'ai compris à ce moment-là la dynamique de ce qu'on appelle la sociabilité de consensus. Et il y a des raisons historiques pour ça. Et, les sociologues comme Mme Colette Moreau, quand on a 3 générations et 20 personnes, 25 personnes à vivre dans une petite maison d'habitants, on ne peut pas se permettre des querelles. Il faut se faire un consensus, il faut une solidarité et on ne peut pas avoir des controverses trop poussées. Et ça, j'ai fait le lien avec... bon, je vais terminer parce que je pourrais continuer comme ça. Alors, finalement, c'est ça le rapport, les États généraux. Et j'insiste sur le fait qu'il y avait un arrière-scène de cette réforme pédagogique dont il n'a jamais été question. Un commentaire? Oui, je voudrais juste préciser qui est Normand Morris. Normand Morris est un professeur d'enseignement de la morale à la commission scolaire de Victoriaville, qui a fondé les CFR, les centres de formation en récupération, et qui, on s'en rappelle, au niveau de la récupération, est quelque chose qui a une dimension difficile à atteindre, parce qu'il est décédé il y a 2 ans, sa fougue l'a emporté finalement. Et je comprends qu'il ait démissionné parce qu'il m'avait dit, moi je n'ai pas de temps à perdre. Donc, il considérait que ce muselage